Éric Stemelen, merci de nous accorder cette interview. Eh bien, écoutez, si vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire un petit peu votre parcours. Mon parcours est assez étrange parce qu'il m'a amené à travailler pendant 15 ans à la télévision française, à France Télévisions, alors qu'auparavant j'avais fait des études de mathématiques, de statistiques, de sciences économiques, qui m'ont amené à faire de la recherche scientifique. Puis je passe les étapes, à travailler comme directeur d'études à la Sofres, qui est un gros institut de sondage, et finalement de là arriver à France Télévisions, où j'ai été directeur de la recherche, où j'ai été ensuite directeur de la programmation. J'en suis parti, j'y suis revenu pour être directeur de l'antenne et des programmes de France 2 jusqu'en 2009. Où j'ai été prié de prendre la porte au moment où Nicolas Sarkozy avait décidé de bouleverser totalement l'audiovisuel public en France. D'accord, très bien. Vous venez de sortir donc votre dernier ouvrage, Opération Macron. L'opinion la plus commune et ultra répandue, c'est que Macron et son avènement et son élection, c'est le résultat d'un concours de circonstances absolument extraordinaire, doublé d'une chance incroyable. Absolument. Qu'est-ce que vous dites à cette immense majorité qui continue à croire ça? Il y a le statisticien qui réapparaît, et donc le concours de circonstances, à l'arrivée à ce stade, c'est impossible, quoi. Si quelqu'un gagne le gros lot au loto une semaine, c'est le hasard. S'il le regagne la semaine suivante, et encore la semaine d'après, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc évidemment, on ne peut pas à partir de là accuser immédiatement quelqu'un de fraude ou de trucage, mais ça quand même déclenche des soupçons. Je me souviens d'un article de Paris Match où il est dit, pendant la campagne électorale, où le directeur politique de Paris Match dit c'est un extraordinaire alignement des planètes. Bon, il n'y a pas besoin d'être directeur politique pour en arriver à faire de la rubrique astrologique, quoi, finalement. Donc il va de soi que l'accumulation des heureux hasards m'a amené à aller creuser les choses plus fortement. En réalité, cette idée m'est venue dès le succès de François Fillon à la primaire de la droite, que j'ai trouvé assez étrange. Et là aussi, c'est mon passage par la Sofres, Institut de sondage. Je sais que les sondages, comme on dit dans la presse, se trompent, mais je sais aussi pourquoi et comment, et je sais quand ils peuvent être justes ou faux. Et là, il y avait une telle imprévisibilité du succès de Fillon que j'en ai déduit qu'il y avait sans doute eu des forces actives importantes qui avaient contribué à ce succès. Et immédiatement, je me suis aussi fait la réflexion suivante, mais avant même qu'on parle des problèmes de M. Fillon, je me suis dit, mais le succès de François Fillon a surtout pour effet d'éliminer Alain Juppé. Or, qui est-ce que ça arrange d'éliminer Alain Juppé? Mais ça arrange Emmanuel Macron. Parce qu'Alain Juppé était un adversaire tel pour Emmanuel Macron qu'il était entendu que dans cette configuration où Alain Juppé était candidat de la droite, Emmanuel Macron n'avait rigoureusement aucune chance. À tel point d'ailleurs qu'il se disait, hypothèse, qu'il pourrait peut-être devenir le Premier ministre de Alain Juppé. Mais personne ne pouvait envisager en aucune façon qu'Emmanuel Macron puisse battre Alain Juppé. Tandis que, d'entrée de jeu, je me suis dit, mais François Fillon peut être battu. Alors que je ne savais pas du tout ce qui allait lui tomber dessus 2 mois après. Et je dis, ce succès me paraît, plus qu'étrange, louche, quoi. Et j'ai commencé à prendre des notes. D'accord. Et Alain Juppé, on s'en est occupé aussi dans les médias, d'une certaine manière? Il se trouve tout de même qu'Alain Juppé était le favori des médias dans les années qui avaient précédé. Il faisait l'objet de campagnes, d'articles, etc. Et cette élimination un peu surprenante, tout de même, fait qu'Alain Juppé disparaît de la scène. Même quand Fillon va être confronté à ces turpitudes,
tout le monde s'attend à ce qu'Alain Juppé réapparaisse et dise « Attendez, je suis le sauveur, je vais vous sortir de là, on n'a pas pris le bon cheval, heureusement que j'arrive ». Or, bizarrement, il fait une conférence de presse à Bordeaux en disant « Non, non, ça suffit comme ça, je suis bien chez moi », bon, sur un ton d'ailleurs extrêmement désagréable et assez surprenant, quoi, alors que la droite entière était prête à arriver à genoux à Bordeaux en le suppliant de reprendre le flambeau. Or, il ne l'a pas repris. Donc là aussi, je me demande pourquoi. Quand j'ai vu qu'il avait été nommé au Conseil constitutionnel, peut-être c'est un élément de réponse. Très bien. Dans votre livre, Opération Macron, vous analysez plus de 250 journées, ouais. À l'intérieur desquelles vous décryptez des articles de presse, des émissions radio, des émissions de télé, et finalement, vous êtes statisticien, vous êtes économiste, mais vous n'êtes pas journaliste. Or, vous adoptez finalement un procédé de journaliste. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que personne d'autre, y compris dans les médias dits indépendants, Ouais. n'ait analysé comme vous ce qui s'est passé? D'abord, les médias dits indépendants sont en fait dépendants de leurs propriétaires. Donc je vois assez mal des journalistes salariés par de facto, messieurs Xavier Niel, Bernard Arnault, Patrick Drahi, etc. Enfin, on connaît la liste des 10 milliardaires qui possèdent la presse privée française. Je les vois mal, à moins de vouloir immédiatement perdre leur emploi, se lancer à une analyse qui consiste à dire que l'ensemble de ces médias a opéré une gigantesque manipulation et a construit une propagande pendant plus de 2 ans en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Donc ils ne peuvent pas le faire. Bon. Je suis très triste de voir que les journalistes du service public ne vont pas le faire non plus. Alors, j'en parle dans l'opération Macron. Il se trouve que je suis passé par France 2 et que j'ai eu des contacts, même parfois amicaux, évidemment, avec des journalistes du service public, mais je vois qu'il y a un phénomène très simple, c'est que les journalistes stars, on va dire, du service public, vous pouvez constater qu'ils passent tous, un jour ou l'autre, sur une chaîne ou dans un journal privé. Et donc, on est arrivé dans un système où même les bons journalistes de France Inter, de Radio France, de France Télévisions, sachant qu'ils peuvent obtenir un poste avec un salaire 4 ou 5 fois plus élevé sur un organe privé, vont, entre guillemets, bien se comporter et ne se garderont bien de se lancer dans les analyses dont vous parlez. Donc le système est extrêmement verrouillé. Et j'ai bien peur que de l'intérieur, le journalisme ait perdu son sens critique. Alors, je pense qu'un je ne sais pas comment appeler ça, enfin en tout cas un site et un organisme comme Acrimed aurait pu se lancer dans ce travail. Ils l'ont fait en partie d'ailleurs. J'ai utilisé certains travaux d'Acrimed pour retrouver des articles, etc. Mais ils n'ont pas fait tout à fait en totalité. Ils n'ont pas repris le déroulé complet. Et je pense qu'ils auraient dû le faire. En tout cas, je l'ai fait. D'accord. Très bien. Vous avez eu des responsabilités importantes dans un média public, de 1994, si j'ai bonne mémoire, à 2009. Qu'est-ce qui a changé depuis qui fait qu'on a le sentiment que la collusion entre le pouvoir financier et le pouvoir des médias s'est agrandie et de plus en plus forte? Qu'est-ce que vous voyez comme changement majeur depuis que vous avez quitté vos fonctions dans le domaine? Le changement majeur, c'est l'achat par certaines des plus grandes fortunes françaises de la quasi-totalité des médias privés. C'est-à-dire que M. Xavier Niel a acheté Le Monde, l'Obs, Télérama, là récemment Nice Matin. M. Patrick Drahi a acheté l'Express, l'Expansion, Lire, BFM TV, Libération, la radio RMC.
Monsieur François Pinault était déjà, je crois, à l'époque propriétaire du Point. Monsieur Bernard Arnault a acheté tout de même Le Parisien, un très gros tirage. Donc, j'en oublie, hein. Bon, donc vous voyez bien que la totalité de ces très grandes... Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des très grandes fortunes. Ce qui se passait avant, et jusqu'effectivement à la fin des années, mettons, 90, c'est que certaines fortunes se construisaient par la presse. C'est-à-dire, il y avait des grands groupes, Amaury, des gens comme ça, des familles qui se construisaient une fortune parce qu'elles construisaient, Prouveau par exemple, elles construisaient un empire de presse. Là, c'est le contraire. Ce sont des gens qui ont construit leur fortune ailleurs, qui se mettent à acheter des médias, papier, télévision et radio. Donc on voit bien qu'il y a une mainmise du grand capital, comme on ne le dit plus, mais on a bien tort, même là du très grand capital, c'est quand même des gens qui ont des fortunes qui dépassent les 10 milliards d'euros. Et vous doutez bien que quand vous avez une fortune de 10 milliards d'euros, qu'est-ce qui vous pousse à aller acheter un organe de presse qui vient de perdre 5 ou 6 millions l'année d'avant? Évidemment pas pour gagner de l'argent. Bon. Quand M. Drahi achète Libération, qui est en faillite, c'est pas pour... Voilà, quand M. Niel achète l'Obs, qui ne se porte pas bien, etc. Bon, mais évidemment que ce n'est pas pour gagner de l'argent, donc c'est pour influencer l'opinion. C'est pour avoir un organe qui va leur permettre de faire pression sur les électeurs. Or, il se trouve que ces achats ont quand même été considérablement multipliés dans les 2 années qui ont précédé l'élection. Donc à partir de 2014, il y a un nombre d'achats incalculable. Enfin là, je les cite dans l'opération Macron, il y en a pratiquement tous les mois. Donc ça, c'est un changement radical de structure même de la propriété des médias privés. Et quant aux médias publics, il se passe le phénomène que je disais précédemment, c'est-à-dire que la multiplication, et en particulier des chaînes d'information, les 3 chaînes d'information privées, fait qu'il y a là un nombre de postes, je suis désolé de le dire, mais juteux, où nos brillants journalistes du service public vont pouvoir trouver l'occasion d'exercer leur talent moyennant des finances beaucoup plus élevées. Quand M. Pujadas passe de la présentation des 20h de France 2 de mon temps, où il était déjà bien payé, mieux que moi, entre nous, tout se dit. Bon, enfin, après tout, ça restait des salaires du secteur public. À la création d'une entreprise, d'une société de production privée qui va fournir des programmes à LCI comme il le fait maintenant, je peux vous dire que ses revenus sont multipliés par 10. En lisant votre livre, on s'aperçoit aussi que les instituts de sondage, finalement, d'une certaine manière, j'exagère peut-être un peu, sont quasiment des médias puissants, eux aussi. Et vous citez notamment, et on aurait bien aimé que vous nous en parliez un petit peu plus, cette histoire de ce nouvel institut de sondage, Odoxa, qui se crée quelques jours avant la nomination... la veille de la nomination de Macron comme ministre de l'économie. Et où finalement son dirigeant, un de ses dirigeants fondateurs, dit nous, on éditorialise nos résultats. Voilà. Quand j'étais directeur à la Sofres, j'aurais expliqué à mon président que je rendais des rapports d'études où j'éditorialisais les résultats, il m'aurait montré la porte. Hein. J'avoue que c'est assez original comme présentation des travaux d'un institut de sondage. Un institut de sondage peut éventuellement faire des analyses et des commentaires, naturellement, sur les chiffres qu'il fournit. Enfin, il est prié de ne pas raconter ce qu'il entend de façon un peu arbitraire. Non, on voit bien qu'il s'est créé effectivement un discours. Alors, non seulement des puissances d'argent ont acheté les médias, mais on voit que par un curieux hasard, disons avec le soutien amical, on va dire ça comme ça, de Bernard Arnault, première fortune de France, un institut de sondage qui s'appelle Odoxa est créé la veille de la nomination de Macron au ministère de l'économie, coïncidence, et un mois après sa nomination, va sortir dans Le Parisien un pseudo-sondage où il nous explique que 58% des Français ont une bonne opinion de M. Macron, que 70% le trouvent travailleur, intelligent, courageux, et j'en passe. Bon.
alors que tous les autres instituts montrent que déjà la moitié des Français ignorent qui est M. Macron. Parce que comme il est ministre depuis un mois, il faut le temps qu'on s'habitue à le connaître. Bon, donc c'est ce sondage qui est publié dans le Parisien, qui est en train d'acheter Bernard Arnault, est un tissu de mensonges, parlons clairement. Bon, et également, quelques mois après, on voit que Vincent Bolloré, autre milliardaire, va créer un institut de sondage qui est une filiale d'une de ces sociétés, qui s'appelle ELAB. Et ces deux instituts, Odoxa et ELAB, et ça va être vrai aussi de l'IFOP d'ailleurs, vont publier alors je ne sais plus les dates, je ne voudrais pas dire de bêtises, oui c'est ça, dès le début 2016, des sondages d'intention de vote pour l'élection présidentielle où figure Emmanuel Macron. Alors qu'il est ministre de l'économie, il est nullement question qu'il soit candidat. Pour tout le monde, c'est François Hollande qui va être candidat à sa propre succession, qui d'ailleurs va probablement se faire battre. Partout, les résultats sont unanimes, c'est Alain Juppé qui va triompher sans difficulté. Mais vous avez quand même ces trois instituts qui, curieusement, font l'hypothèse de M. Emmanuel Macron candidat, et qui, naturellement, lui obtiennent des scores assez ronflants. Et donc, je trouve ça un peu étrange. Sur les sondages, le discours habituel était mené par, les commentaires, je veux dire, étaient menés par le journaliste, ou par le journal, plus exactement, qui avait acheté le sondage. Alors, vous aviez le sondage, il y avait des chiffres, qui peuvent être sujets à caution pour d'autres raisons, mais enfin bon. Et puis, il y avait un commentaire. Bon, le commentaire, après tout, est libre. Il pouvait être de mauvaise foi ou pas. Enfin bon, là effectivement, on a affaire avec Odoxa, avec Odoxa qui est très fortement soutenu en sous-main, c'est une autorité publique par Bernard Arnault, avec ELAB qui est propriété de Vincent Bolloré. Là aussi, des gens milliardaires qui n'ont aucun besoin d'acheter un institut de sondage. Je vous assure que ce n'est pas une affaire en or, hein, c'est pas là qu'on gagne de l'argent. Bon, pourquoi ces gens achètent des instituts de sondage? Et là, on a des instituts qui font leurs propres commentaires, donc leur éditorial. Bon, et ça, c'est un phénomène assez nouveau également. Très bien. Et si on monte encore un petit peu plus dans le temps, dans les années 60, il y avait un ministre de l'Information, et il y avait, on peut dire, une censure quasiment officielle. Tout à fait. Maintenant, cette censure officielle n'existe pas, mais est-ce qu'on n'est pas dans un système, à lire votre ouvrage, qui produit les mêmes effets, et des effets encore plus efficients que ceux de la censure de l'époque? Alors, vous avez raison. Il est pire pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus besoin de censure puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. Alors, les échelons élevés s'auto-censurent par intérêt. Je pèse mes mots, hein, pour des raisons lucratives. Il ne faut pas jouer aux innocents. Il y a de l'argent à gagner. Quand le présentateur de la matinale d'Europe 1 est payé, je rappelle le prix, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 38 000 € par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n'importe quoi, hein, à ce tarif. Bon. Et en dessous, on s'auto-censure, c'est le contraire, c'est par peur d'être viré. Tout simplement, parce que les journalistes ne sont pas tous forcément intéressés par l'argent. Il y en a tout simplement qui gagnent à peine leur vie, qui n'ont pas l'intention de se retrouver au chômage. Donc le système est bloqué de ce fait, et il n'y a pas besoin d'envoyer de la censure, c'est une autocensure. Bon. La deuxième chose, c'est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a le copier-coller, pourrait-on dire, c'est-à-dire la reproduction sur des sources apparemment diverses du même discours. Quand l'opinion est confrontée au fait que l'article du Figaro est finalement le même que celui de Libération, qui est finalement le même que celui de l'Obs, alors qu'il s'agit là quand même apparemment, et qui est le même que celui du Monde, alors qu'il s'agit de sources bien différentes, avec, dit-on, un pluralisme, une diversité, mais tous disent la même chose. Et donc, le public se dit c'est la vérité, puisque des organes aussi différents l'un que l'autre disent la même chose. Sauf qu'ils n'ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires,
qui, eux, sont copains entre eux et n'ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose, c'est dans leur cerveau. Donc, à l'époque, quand l'ORTF disait quelque chose, vous aviez l'Express qui disait le contraire, vous aviez l'Humanité qui disait évidemment tout à fait différemment, vous aviez le Nouvel Obs qui était un journal qui pensait différemment, Le Monde dirigé par M. Beuve-Méry n'était visiblement pas gaulliste, etc. Donc là, vous aviez une vraie pluralité d'informations qui aujourd'hui n'existe plus. Très bien. Alors, je vais vous poser une question sur un cas vraiment très spécifique d'une intervenante qu'on voit sur tous les plateaux de télé, chaîne continue ou chaîne publique. Il s'agit de cette prétendue économiste Agnès Verdier-Molinier. Je vous voyais venir. Vous l'évoquiez dans votre ouvrage, et on n'indique jamais, quand elle est sur les plateaux, à quel institut elle appartient, ou si on l'indique, on ne dit pas l'origine de son institut, on la présente comme une économiste, alors qu'à ma connaissance, elle ne l'est pas. Je sais pas. Et quand en face d'elle, elle a des interlocuteurs de gauche, pas des sociodémocrates, mais des vraies personnes de gauche, eh bien, ces personnes-là ne la démasquent pas. C'est vrai. C'est un peu mystérieux, parce que effectivement, elle dirige un lobby patronal qui s'appelle l'IFRAP. Ouais, si vous allez sur le site de l'IFRAP, sur la première page, vous avez comment déduire les dons, à l'époque, vous allez voir que ça a changé, comment déduire les dons à l'IFRAP de votre impôt sur la fortune. On voit à peu près, mais c'est authentique. Hein. Alors évidemment, maintenant ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, pas même réglé. Bon, ça situait quand même à peu près ce qu'il y avait derrière. Bon, donc évidemment, c'est un lobby patronal pur et simple. Alors elle est présentée comme la directrice d'un institut de recherche, tant qu'à faire. Bon, mais elle n'est pas la seule. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que sont souvent confrontés à effectivement des hommes politiques plutôt de gauche, des économistes. Alors, qui pour le coup sont économistes. Et on dit, bonjour, monsieur X, pas les noms, mais enfin, ils se reconnaîtront, puis il y en a suffisamment. Bonjour monsieur X, vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, voilà, vous allez poser des questions à monsieur Mélenchon. Bon. Et M. Mélenchon omet de signaler que M. X est également fondé de pouvoir de la Banque Lazare, membre du comité de surveillance de BNP Paribas, conseiller privé de Thales ou des choses comme ça. Bon, et ceux qui sont tous. Il y a un livre qui s'appelle Les économistes à gages qui est paru il y a quelques années, qui dit ça très très bien, qui en fait la liste, et voilà. Et donc c'est très, pour moi, je ne comprends pas, je vous le dis franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne signale pas systématiquement, quand on est interrogé ou confronté à ces personnes, qui sont en fait des représentants souvent d'un milieu bancaire ou d'affaires. Un jour, je ne sais plus quel économiste était interrogé sur France Inter au téléphone sonne, il y a quelques années déjà, je téléphone et je dis que je veux poser la question de savoir pourquoi il n'était pas été précisé au début de l'intervention de ce monsieur qu'il était justement membre d'un conseil de surveillance d'une banque. Naturellement, je ne suis jamais passé à l'antenne. D'accord. J'aurais dû dire, je voudrais demander au professeur s'il pense qu'il y a trop ou pas assez de concurrence parfaite en France. Je suis sûr que je serais passé, là. Alors justement, ces personnalités, ces personnes de gauche, vraiment de gauche, est-ce qu'elles ont... Quelles solutions ont-elles? Puisque de temps en temps, on les invite, mais le plus souvent, elles se font démolir. Bien sûr. C'est un véritable guet-apens, oui. vu de ma chapelle. Bien sûr. Alors, est-ce que ces personnalités de la gauche devraient faire grève vis-à-vis des médias dominants? Moi, j'en ai parlé, effectivement, à quelques-uns. Ils disent, mais que veux-tu qu'on fasse? C'est le seul moyen, quand même, de faire passer un peu un message, malgré tout, de faire progresser nos idées. L'argument se tient. Personnellement, je pense que l'organisation d'un boycott systématique pendant quelque temps, avec évidemment une manière de le faire savoir sur d'autres méthodes, les réseaux sociaux, et puis la presse serait bien obligée d'en parler malgré tout,
Mais il faudrait que ce soit organisé par l'ensemble d'un mouvement politique et qui propose un boycott absolument général. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « je vais aller parler sur France Inter et pas sur Europe 1 parce que j'aime bien M. Demorand et j'aime pas M. Elkabbach, je ne sais quoi ». Non, il faudrait faire une dénonciation générale. Et la limiter dans le temps, dire voilà, ce mois-ci, nous avons décidé de, etc. Je pense que ça ferait le plus grand bien et que peut-être le mois suivant, il serait accueilli avec un petit peu moins d'hostilité et de hargne, parce qu'il y a quand même des interviews qui ressemblent étrangement à une séance de l'Inquisition du Moyen-Âge. Hein. Enfin, je veux dire, c'est à peine s'il n'y a pas les tenailles au fer rouge. Et donc, vous avez des journalistes, je ne vais pas en nommer plus que ça, hein, bon, enfin, tout le monde les connaît, les journalistes qui arrivent en disant Monsieur Mélenchon, vous êtes un partisan du Venezuela, qui est une immonde dictature atroce, où les gens meurent de faim dans un état de pauvreté dérisoire. Qu'en pensez-vous ? Alors Monsieur Mélenchon commence à dire enfin, qu'est-ce que c'est que cette question ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça n'a rien à voir. Et le journaliste lui rétorque mais je vous pose simplement une question, monsieur, je fais mon métier. Voilà, tout ça sur ce ton, et ça dure pendant 20 minutes. Moi, je serais confronté, ce qui ne m'arrivera jamais, à cette situation où je me lèverais, je partirais gentiment en disant bonsoir, messieurs les censeurs, comme ça a été dit il y a très longtemps à la télévision française, ça doit faire 50 ans. Non, mais c'est vrai, il faudrait avoir une position qui ne consiste pas à engager la polémique avec eux, ce que fait l'homme politique dont je viens de parler, et je trouve que c'est assez maladroit, parce qu'évidemment, ça crée une cacophonie, ensuite c'est lui qui passe pour être un type agressif et violent, bon, et donc c'est pas du tout productif. Donc il faudrait simplement, si la question est outrancière, se lever et partir, et éventuellement organiser un boycott pendant quelque temps, quoi. D'accord. Une autre question sur les médias. Donc, ils sont possédés par des milliardaires, mais on constate, on n'en parle pas tellement, que des super organisations comme Facebook, par exemple, payent ces médias importants comme Le Figaro, le groupe Le Monde, etc., pour produire, pour eux, pour Facebook spécifiquement, par exemple, des vidéos, des émissions spécifiques. Alors finalement, est-ce qu'au-dessus de ces médias dominants, il n'y a pas encore une superstructure qui fait que on se demande bien quelle perspective on va avoir pour la pensée libre ? Je pense pas. Je le crains, mais je pense qu'on n'en est pas tout à fait là. À la fin du livre, je fais le bilan en termes d'audience de la presse écrite. Parce que la presse écrite française, pardon. Et la presse écrite française, en fait, elle a maintenant des supports informatiques. Et donc, elle est lue à la fois sous la forme papier, sous la forme ordinateur, tablette, smartphone, etc. Et sont des organismes de contrôle qui sont en fait financés par le monde publicitaire. Donc les chiffres qu'ils obtiennent sont justes puisqu'il y a un enjeu financier important. On s'aperçoit que des organes comme Le Monde, Le Figaro, etc., ont 20 millions de lecteurs, plus de 20 millions de lecteurs par mois, sous toutes les formes. Ça dépasse très largement tous les réseaux sociaux, hein. Donc la puissance de ces organes de presse est encore extrêmement importante. Et quand vous regardez les sites les plus consultés, vous retrouvez les grands titres de la presse française. Et les sites marginaux ou contestataires, etc., mais sont infimes à côté. Alors qu'on baratine beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sont extrêmement, alors vous le signaliez, effectivement, occupés par la presse traditionnelle. Alors, je ne crois pas que... Je crois que la pression ne se fait pas dans le sens Facebook versus Le Figaro, quoi. Je veux dire, pour l'instant, Le Figaro reste en soi un organe émetteur extraordinairement puissant et propriété de la famille Dassault et qui transmet la bonne parole de la famille Dassault. Très bien.
Une question encore qui vient du fondateur de notre journal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, finalement, avec votre livre, vous nous mettez en garde face à ce pouvoir exorbitant des médias dominants qui finalement contribuent, voire font élire celui qui convient ou celle qui convient au pouvoir financier. Mais que faire face à ça? Est-ce qu'il faut créer? Vous rappeliez dans votre ouvrage ce que le Conseil national de la résistance avait édicté. Est-ce qu'il faut créer une sorte de Conseil national de la résistance intellectuelle pour lutter contre ce pouvoir dominant des médias? Je vais faire une réponse assez triste, c'est que pour l'instant, je ne vois pas de moyens. Je ne vois pas de moyens, étant donné qu'on est précisément dans ce que je vous signalais, c'est-à-dire que ce sont les puissances financières les plus importantes qui se sont emparées des médias. Quand on était dans une situation où c'était des hommes de presse, finalement, qui faisaient fortune par leur journal, après tout, on pouvait éventuellement discuter avec ces gens-là, éventuellement leur racheter ou négocier, ou... Bon, voilà. Je ne suis pas un admirateur effréné de Jean-Jacques Saran-Schreiber, mais je pense que c'était quelqu'un avec qui il était possible de parler. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez aller parler avec M. Patrick Drahi, qui a racheté l'Express? Vous ne pouvez rien faire. Bon. Et qu'est-ce que vous pouvez faire contre lui? S'il ne veut pas le vendre, il ne vous le vendra pas. Bon. En face de ça, créer de toutes pièces des organes qui, comme je viens de le dire, toucheraient d'un seul coup 20 millions de lecteurs par mois, avec quels moyens, comment? Donc, je ne vois pour l'instant pas d'autre solution que de pouvoir prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre et d'établir à ce moment-là des lois conformes au Conseil national de la résistance. C'est-à-dire des lois extraordinairement simples qui sont que, par exemple, toute personne qui fournit l'État ou le service public français ne peut pas être propriétaire d'un organe de presse. Ça paraît la moindre des choses. Pas une évidence absolue, il y a forcément un conflit d'intérêts. Donc ça éliminerait tous ceux que je viens de nommer, qui sont tous d'une façon ou d'une autre fournisseurs de la puissance publique, et ceux d'ailleurs souvent ont fait fortune grâce à la puissance publique. Mais ça ne peut se faire, à mon sens, que par la loi, et pour l'instant, effectivement, je ne vois pas de moyens pratiques autres. Dans votre chronique implacable, jour après jour, l'affaire Macron relative à son patrimoine et à sa déclaration d'intérêt, dont on a fait 2 ou 3 de mémoire, il reste quand même plein de questions. Alors, quand on fouille un petit peu dans tout ce qui est paru, de temps en temps on trouve quelque chose, mais finalement, la réponse aux questions qui continuent à se poser ne figure nulle part. Absolument. Même pas dans des médias qui là sont où on les attendrait. Mediapart ou voilà. Peut-être le Canard enchaîné. Et le Canard enchaîné. Ouais. Le Canard enchaîné a curieusement... D'abord, quand la première déclaration, quand il a été nommé ministre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la première déclaration date de décembre 2014. Elle ne fait l'objet de strictement aucune reprise de la presse. Or, entre septembre et décembre 2014, il y a dû avoir déjà plusieurs centaines, je place mes mots, d'articles citant Emmanuel Macron pour un oui, pour un non. L'Express a consacré un article sur ces couples où la différence d'âge est particulièrement importante. Je dis bien l'Express, je ne vous dis pas Voici. Bon, donc c'est dire qu'on s'est intéressé à M. Macron sous toutes les coutures. Bon, mais non, sa déclaration de patrimoine et de revenus ne sont pas intéressés à aucun journal, y compris le Canard enchaîné, bizarrement. Et le Canard enchaîné va utiliser cette déclaration plus d'1 an après pour se moquer d'Emmanuel Macron qui aurait acheté son appartement à Paris vraiment très cher. Et il n'avait pas fait de bonne affaire, c'était pas malin pour quelqu'un qui est le Mozart de la finance, comme ça avait été écrit un peu partout. Bon, on va se moquer du fait que Macron a acheté un appartement très cher. Bon, mais bizarrement, on ne s'intéresse pas à son patrimoine. On ne s'intéresse pas, même à propos de cet appartement. Il n'est pas signalé qu'il a acheté cet appartement, certes très cher, c'est-à-dire pratiquement 900 000 euros,
mais il n'est pas signalé d'où viennent ces 900 000 euros. Il a acheté cet appartement avant d'être employé à la banque Rothschild. Il emprunte au Crédit Mutuel Nord-Europe la modique somme de 350 000 euros. Il emprunte à son vieil ami Henri Herman la modique somme de 550 000 euros. C'est un garçon qui n'a pas 30 ans, qui gagne 3 000 euros par mois. 3 500, admettons, avec les primes d'inspecteur des finances. Par quel miracle il obtient ces prêts? Pour quelle raison? J'insiste sur le fait qu'il est toujours dans la fonction publique, qu'il n'a aucune espérance de faire fortune. Il réussit à emprunter 900 000 euros, comme ça, sur ses beaux yeux, c'est le cas de le dire, parce que même dans Le Monde, on avait signalé que M. Macron avait de beaux yeux. C'est très étrange. Ensuite, il va rentrer effectivement à la banque, il va gagner pas loin de 3 millions d'euros, et à la fin de tout ça, dans toujours les déclarations officielles, il apparaîtra, quand il quitte le ministère de l'économie, que son patrimoine net est nul, est égal à zéro. Compte tenu des emprunts qu'il a fait d'un côté et des placements divers qu'il a de l'autre côté, patrimoine réel, net, zéro. Quelqu'un qui a gagné plus de 3 millions d'euros en 2-3 ans, c'est quand même assez étonnant. Alors pendant la campagne électorale de 2017, on lui posera la question. Il répondra un de ses porte-parole répondra « Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron a beaucoup dépensé. » Je fais le calcul, ça fait quand même la bagatelle de 1 300 euros par mois. Pardon, vous voyez, je n'y arrive même pas. Par jour. Bon, 1 300 euros par jour, effectivement, il a beaucoup dépensé. Hein. Bon, surtout qu'à l'issue de tout ça, il ne lui reste rien. Ni son appartement, il a revendu, il n'a même pas une voiture, il n'a pas un objet de luxe, parce que tout ça doit être déclaré. Il n'a pas un tableau, des bijoux, etc. Tout ça devrait être déclaré. Donc il n'a rien. Et donc il a beaucoup dépensé, voilà. Et ça va passer comme ça, comme lettre à la poste, et plus personne n'en parlera, et on n'en parle toujours pas, et on ne sait toujours pas où est passé cet argent, et voilà. Et je suis quand même très surpris que, oui, des organes qui se préoccupent de savoir le prix de la bouteille de vin sur la table du président de l'Assemblée nationale pourraient se demander comment M. Macron a dépensé autant d'argent en si peu de temps. La question est encore posée. Finalement, qu'est-ce qui vous a coûté qu'est-ce qui a pris le plus de temps? Écrire votre livre ou trouver un éditeur? À peu près autant, même plus de trouver un éditeur. J'ai fini ce travail donc fin 2017, oui, parce qu'il a été élu en 2017. J'avais commencé fin 2016 et j'ai fini fin 2017 et début 2018, l'année dernière. J'ai envoyé le manuscrit à quelques amis en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» J'ai eu des retours sympathiques, on va dire enthousiastes, et donc les amis en question, sont des gens éventuellement connus, l'ont proposé à des éditeurs plutôt sympathisants, donc réputés pour éditer des livres d'opposition, des livres contestataires, des livres anticapitalistes, etc. Moi-même, de mon côté, j'ai envoyé le manuscrit à différents éditeurs. Enfin bon. Les uns comme les autres, nous n'avons reçu aucune réponse. Je vous dis bien aucune réponse. Nous n'avons pas reçu de lettre de refus, comme il est d'usage dans l'édition française, ou la lettre de refus automatique, cher monsieur, vous voyez le genre. Bon, non, pas de refus. Les personnes dont je parle sont allées parler aux éditeurs, ils ont dit « Je t'ai envoyé un manuscrit, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout ça. « Ah oui, je m'en occupe. » Réponse dilatoire. Bon. Et ça a duré comme ça pendant 1 an et demi, sans que, effectivement, on arrive à avancer d'1 millimètre. J'avais envoyé ce manuscrit à François Ruffin, qu'il a beaucoup utilisé pour son livre « Cette France que tu ne connais pas », qui parle justement de Macron, qui, à la fin de son livre, François Ruffin parle d'Opération Macron, dit qu'il s'est inspiré du livre d'Éric Stemlen, etc. Fort de ça, j'ai renvoyé à nouveau mon manuscrit, donc c'était au début de cette année, en février, j'ai renvoyé mon manuscrit avec cette mention de François Ruffin, disant tout l'intérêt qu'il y avait dans ce livre, à quelques éditeurs aussi, on va dire, du bord de François Ruffin. Strictement aucune réponse.
Et jusqu'au jour où c'est Dany Bruet qui organise les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui, d'ailleurs, lisant le livre de François Ruffin et voyant cette phrase, me téléphone en me disant mais attends, moi je connais un éditeur qui travaille un peu avec nous, Jean Delval, les éditions du Cerisier, voilà, et donc je leur, si t'es d'accord, je leur envoie ton manuscrit. Je ne demande pas mieux, et puis voilà, et les choses sont faites comme ça. Toujours été éditeur belge. Toujours est-il donc que l'édition française m'a accusé de réception de rien et ne m'a jamais répondu. Voilà la réalité. Moi, j'ai été impressionné par votre éclectisme entre votre premier, je crois que c'est votre premier bouquin, sur oui, l'essor du christianisme du 1er au 6e siècle. Ça, je crois que c'était en 2011. Ouais. En 2014, vous sortez votre essai sur l'économie politique au XXe siècle. Ouais. Et puis maintenant, donc, Opération Macron. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un lien entre les trois ? Finalement, il y a un certain lien, c'est-à-dire que, de manière générale, tout ça sont des entreprises de soumission des individus. Qu'on les soumette par la religion, qu'on les soumette par l'économie, ou qu'on les soumette par la propagande électorale, on voit bien qu'il y a l'idée que les puissants de ce monde font en sorte de dominer la masse des gens par des moyens qui sont des moyens d'influence. Mon livre sur le christianisme s'appelle La religion des seigneurs, c'est-à-dire que c'est un livre qui aborde sous l'angle économique l'extraordinaire essor du christianisme seulement à partir du IVe siècle, parce que à ce moment-là se développe une forme nouvelle de propriété foncière. Et on voit bien que les propriétaires fonciers, les grands propriétaires fonciers, en particulier dans tout l'Est de l'Empire romain, tout l'Orient, vont utiliser le christianisme comme un instrument de domination et de soumission. Donc oui, c'est ça le trait commun, c'est cette capacité des personnes qui dominent économiquement à imposer leur point de vue idéologique à l'ensemble de la population. Très bien. Alors, finalement, comment sortir, autrement que par un changement de régime politique, finalement, comment sortir de cette mainmise absolue des médias dominants et des milliardaires qui les détiennent? Comment faire? Je vous l'ai dit, on ne pourra le faire que par la loi, et en attendant, on ne peut le faire qu'à la marge. C'est-à-dire, on peut écrire des livres, on peut faire des articles, on peut faire ce que vous faites, on peut créer des sites d'information, on peut communiquer autour de soi. Ça reste un travail légèrement artisanal, mais malgré tout, qui petit à petit, n'est-ce pas, les petits ruisseaux d'une part, et d'autre part, si on ne fait rien, par définition, on perd. Donc faisons quand même quelque chose, mais en sachant que nous n'aurons jamais les moyens extraordinairement puissants de ces milliardaires. Merci Eric Stéphane.